Bonjour, je suis Kylian Locard, ingénieur de formation, écrivain et essayiste dans le domaine de l'anticipation des futurs possibles pour notre humanité. Passion que je vais modestement essayer de vous faire partager. Il menace notre Terre, notre civilisation tout entière, voire l'humanité. Il se fait déjà ressentir dès aujourd'hui. Nous allons essayer, ensemble, d'identifier le scénario le plus probable de ces 200 prochaines années. Essayez de comprendre ce qu'il va se passer. Pour commencer, je vais vous parler de ce qui est techniquement faisable dès aujourd'hui, de tout ce qu'on pourrait faire. La production d'énergie renouvelable tout d'abord, éolienne et hydrolienne, hydroélectricité, capteurs solaires, géothermie. La vraie révolution viendra du stockage de ces énergies. Car le potentiel est là, massif. Rappelons que le pétrole, le gaz et le charbon ne sont rien d'autre que de l'énergie solaire, qui a été patiemment stockée par la photosynthèse pendant des millions d'années. Et bien sûr, il y a les dépenses énergétiques que nous pouvons éviter. Le bâtiment, qui représente plus de la moitié des émissions, les solutions sont connues. La surisolation et la gestion au plus près des besoins réels. Il y a également le transport, avec sa clique de supertankers et porte-conteneurs qui transportent les marchandises d'un bout à l'autre de la planète. Le modèle économique est sans doute à revoir. Dire que nous pouvons continuer à faire cela et relever le défi climatique en même temps, c'est nous mentir à nous-mêmes. Enfin, il y a l'industrie. C'est mon domaine de travail en tant qu'ingénieur en optimisation énergétique. L'industrie tendue vers la production et l'optimisation des chaînes de valeur. L'industrie et ses milliards de kilowattheures rejetés sous forme de chaleur sur les condenseurs des groupes froids, les compresseurs, les eaux de lavage chargées en calories. Une énergie perdue encore bien trop souvent. L'industrie et ses millions de moteurs qui fonctionnent fréquemment en permanence, que le besoin soit là ou pas. S'adapter aux besoins réels, c'est la véritable clé des économies d'énergie. Un exemple concret de gaspillage d'énergie dans une usine rencontré dans ma vie professionnelle que je ne résiste pas à vous montrer. Cette eau à 74 degrés s'en va directement dans les égouts. 120 000 m3 par an. Le chauffage de plusieurs centaines de maisons. Qu'est-ce qui va être vraiment fait? Qu'est-ce qui va vraiment se passer entre le potentiel, si on mettait toute l'énergie qu'on peut imaginer aujourd'hui pour économiser de l'énergie, et la réalité? Qu'est-ce qui va vraiment se passer et à quoi faut-il s'attendre ces 100 prochaines années? Alors commençons par tordre le cou tout d'abord à cette hypothèse qui dit qu'il ne se passerait éventuellement rien, que tout ça ne concernerait que la météorologie. Il y a un ancien président des États-Unis qui était assez fort dans cette rhétorique. C'est vrai, il y a 65 millions d'années, la température sur Terre était 10 degrés au-dessus de ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessairement la valeur absolue qui est importante, c'est la courbe, la vitesse à laquelle les températures augmentent aujourd'hui. Et ça n'est a priori jamais arrivé dans l'histoire de la Terre. La question, c'est donc où ça va s'arrêter. Il y a aussi ceux qui se disent, ok, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas si grave. Sur un seul exemple, pour aller très vite, je citerai la planète Vénus, située en banlieue du système solaire, pas très loin de la Terre, hein, c'est la planète juste avant nous dans l'ordre. Il y fait 465 degrés aujourd'hui. On a un taux de CO2 de 96,5% dans l'atmosphère. Il y a aussi des pluies d'acide sulfurique. Vous n'iriez pas passer vos vacances. Et pourtant, il semblerait que cette planète Vénus a un jour beaucoup ressemblé à la Terre primitive. Là, le réchauffement climatique s'est littéralement emballé. Il y a donc clairement un mur devant nous, et nous ne faisons qu'effleurer la pédale de frein. Pourquoi? Il y a trop de paramètres contradictoires dans ce monde. Dans un monde de compétitivité économique, les décisions d'investissement seront systématiquement retardées et les décisions ne se prendront pas assez rapidement. Le mur est donc devant nous et il faut se préparer au choc. Préparer les générations futures et nos enfants à vivre dans un monde en évolution très rapide. Cela se traduira sans nul doute par une augmentation des événements climatiques extrêmes. Les risques de famine et le lot de conflits qui en découle suivra. Et même si lorsque les catastrophes deviendront de plus en plus quotidiennes, l'humanité parvient enfin à se coordonner et à devenir efficace, il sera probablement trop tard. Il va falloir s'adapter.
Tout est donc perdu? Je ne le pense pas. Allons-nous finir comme la planète Vénus? À mon sens, la réponse est probablement non. Nous ne décrivons pas ce scénario comme le plus probable. Si pour les 2-3 générations futures, le monde va devenir compliqué et il faudra s'y adapter, si la civilisation humaine ne disparaît pas en tant que civilisation, il est probable que des ruptures technologiques à venir, dans les 100 à 150 prochaines années, permettent d'inverser la tendance. J'en citerai 3, et la liste n'est probablement pas exhaustive. Tout d'abord, et c'est peut-être le plus concret, les procédés de stockage. Les énergies renouvelables ont un potentiel phénoménal. Rappelons que 1000 km² au Sahara ont en théorie la capacité d'apporter à la Terre entière les besoins actuels en énergie. La difficulté des énergies renouvelables, c'est le stockage de l'énergie. Il est très difficile d'avoir une énergie aussi concentrée que peut l'être des stockages en énergie fossile, voire nucléaire. La question du stockage est donc capitale. Si demain, une innovation technologique majeure permet d'avoir des capacités de stockage en énergie renouvelable qui seront en mesure d'apporter la puissance de manière instantanée et l'énergie de manière linéaire sur des durées qui sont importantes, les énergies renouvelables sont aujourd'hui totalement compétitives et pourraient remplacer totalement l'ensemble des énergies fossiles. Le deuxième procédé qui pourrait totalement révolutionner le monde de l'énergie, là on parle plutôt de 50 à 100 ans, voire peut-être 150 ans, mais des innovations récentes permettent d'imaginer que ce délai pourrait être raccourci, c'est celui de la fusion nucléaire. De quoi parle-t-on? Les centrales classiques, qui sont utilisées aujourd'hui, fonctionnent sur un procédé de fission. Des gros atomes sont cassés par des neutrons, des gros atomes tels que l'uranium-235, sont cassés par des neutrons en atomes plus petits et cette réaction crée une énergie très importante et des phénomènes de radioactivité qui doivent être gérés. La fusion nucléaire, elle, c'est le principe utilisé dans le centre du Soleil. En théorie, les promesses sont phénoménales, puisque l'énergie serait quasiment inépuisable, la matière première serait un dérivé de l'eau de mer. On pourrait imaginer avoir des capacités immenses qui alimenteraient la Terre entière. Les questions sont plutôt de l'ordre technique aujourd'hui, technologique et scientifique, à savoir simplement, à titre d'exemple, que la fusion engendrerait un plasma de l'ordre de 150 millions de degrés, et qui, bien évidemment, aujourd'hui, aucun métaux sur Terre, aucune matière n'est capable de supporter ces températures et de garder leur intégrité. Cela veut donc dire qu'il va falloir maintenir ce plasma en équilibre avec des champs magnétiques. Voilà, ça, sans occulter toutes les autres questions scientifiques fondamentales qu'il se pose autour de la fusion. Le principal procédé, le principal réacteur d'essai, devrait peut-être voir le jour à Cadarache. Il s'agit de l'ITER. Enfin, si on se place dans une horizon probablement encore plus lointaine, l'idée de l'ascenseur spatial, qui réduirait considérablement et réduirait à vraiment pas grand-chose les coûts d'accès à l'espace, permettrait d'envisager des centrales solaires dans l'espace qui résoudraient l'ensemble des problématiques énergétiques du monde moderne. Agir au jour le jour pour limiter les dégâts, limiter au plus possible les quelques degrés qui vont être franchis dans les décennies à venir, préparer nos enfants à ce monde et garder absolument la mémoire des erreurs qui ont été commises pour ne pas les reproduire dans l'avenir. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner. Plein de belles pensées pour vous. À bientôt.